Dans quelle situation vous aimeriez le moins être? Est-ce que vous préférez le genre de situation où il vous arrive quelque chose mais vous ne savez pas la fin, vous ne savez pas ce qu'il vous serait arrivé? Ou alors est-ce que vous préférez savoir ce que le pire vous réservait? Ce soir, vous allez découvrir les deux cas de figure à travers 3 histoires bien flippantes. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on a vraiment le plaisir de vous retrouver pour non pas 2 mais bien 3 histoires d'horreur. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas raconté 3 dans un thread qui n'est pas un thread abonné, mais on s'était dit que ce soir on avait envie de vous faire plaisir. Vous allez voir, les 3 histoires sont complètement différentes, que ce soit en termes de mécanisme ou en termes de finalité. Vraiment, elles ne se finissent pas du tout pareil, mais les 3 sont flippantes à leur manière. On va vous laisser découvrir tout ça, on fait un petit débrief en conclusion. Comme d'habitude, merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire toutes les réactions que vous avez à travers ces vidéos, tout ce que vous auriez fait à la place des personnes qui vivent ces horreurs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche pour être tenu au courant de toute la sortie des vidéos, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir tout le contenu additionnel qu'on fait, et nous on est parti pour la première histoire. Pour la première histoire, c'est l'histoire la plus légère des 3, mais vous allez voir, elle est quand même bien creepy. C'est typiquement le genre d'histoire où on en ressort avec encore plus de questions, d'ailleurs on n'aura aucune réponse, on préfère vous prévenir tout de suite. Pour commencer, Célia nous raconte son histoire et elle commence par nous dire qu'elle habite avec son copain Mathieu depuis quelques mois. Ils habitent dans le centre-ville d'une grande métropole. Elle nous dit que comme dans la plupart des immeubles, il est possible de sonner à l'interphone depuis le digicode qui se trouve à l'extérieur en recherchant les noms sur les boîtes aux lettres. Et bien entendu, si on arrive à rentrer dans l'immeuble, on peut aussi sonner directement à la porte de l'appartement. Célia nous précise que sur le digicode qui se trouve en bas de l'appartement, il n'y a pas de caméra. Donc le seul moyen de savoir qui est en train de sonner, c'est de décrocher et de demander directement qui se trouve là. Malheureusement pour Célia, son interphone était complètement cassé, du coup elle pouvait juste ouvrir mais elle ne pouvait pas communiquer avec la personne qui se trouvait en bas. Du coup, quand elle attendait du monde, elle demandait à ses amis de les prévenir directement lorsqu'ils sont en bas de l'immeuble. Bref, les premiers mois c'est un petit peu l'excitation, c'est les premiers mois où ils vivent vraiment tous les deux ensemble et tout se passe très bien entre eux. Leur appartement est plutôt grand, il est en fait assez en longueur et la chambre dans laquelle il se trouve à l'opposé de la porte d'entrée. Ils doivent vraiment traverser tout l'appartement, ils doivent passer devant la cuisine, la salle de bain, le salon pour arriver à la porte d'entrée. Et ce soir-là, ils sont un petit peu crevés, du coup il est 23 h seulement, mais Célia est trop fatiguée, elle décide d'aller dormir. Mais alors que Célia est complètement en train de dormir et qu'elle fait son meilleur rêve, elle est réveillée par un mystérieux bruit sonore. Et d'ailleurs, elle a l'impression de le reconnaître, ce bruit sonore lui dit clairement quelque chose. Tout de suite, elle trouve ça très bizarre parce que généralement elle a un sommeil très lourd, donc il lui en faut beaucoup pour la réveiller en pleine nuit. Et en se retournant rapidement, elle voit que Mathieu n'est pas non plus en train de dormir. Et quand elle va lui demander s'il entend aussi la sonnette de l'appartement, il va lui répondre que oui. Et petit détail qui a son importance, la sonnette du digicode et la sonnette de la porte d'entrée est exactement la même. Du coup, ils ne peuvent pas savoir si quelqu'un se trouve en bas ou s'il se trouve vraiment devant l'appartement. La première chose que Célia ressent, c'est de la colère. Clairement, elle est vénère qu'on les réveille en pleine nuit comme ça et elle se demande quel idiot est en train de les réveiller en pleine nuit. Résolue à mettre un terme à cette situation, Célia se lève, elle allume la lumière et elle se rend compte que la personne est encore en train de sonner en fait. D'ailleurs, cette personne sonne un petit peu bizarrement parce qu'elle est en train de sonner à intervalles réguliers et ça fait déjà 3 minutes qu'elle sonne. Toutes les 10 secondes, la personne sonne, puis elle s'arrête, puis elle ressonne, bref, c'est clairement chiant. Célia commence à réfléchir et elle commence à trouver ça vraiment bizarre. Elle se dit que si c'était quelqu'un qui était bourré ou alors qui essayait de lui faire une blague, elle n'aurait pas insisté pendant aussi longtemps et elle ne le ferait pas de manière aussi régulière. Mais bon, Célia veut que ça s'arrête, du coup elle se lève du lit, elle passe devant son copain qui d'ailleurs elle a un petit peu stressé par la situation et finalement elle se dirige vers la porte d'entrée pour voir si la personne est là. En fait, elle veut surtout s'assurer que la personne est bien en bas et pas juste devant leur porte. Du coup, au cas où, elle dit à son copain de ne pas faire de bruit pour que la personne croie qu'ils ne sont pas là. Pour réussir son opération, elle décide donc d'éteindre la lumière pour que la personne ne puisse pas voir en dessous de la porte qu'il y a la lumière et donc qu'il y a quelqu'un. Et pendant tout ce temps, cette personne est encore en train de sonner et ça fait quasiment 5 minutes là. Célia et Mathieu se dirigent donc doucement vers la porte d'entrée, mais là Célia se dit qu'elle a juste envie de se rendormir et que clairement si elle voit vraiment qu'il y a quelqu'un derrière la porte, elle va en faire des cauchemars. Du coup, elle décide de ne pas regarder à travers le Judas. Elle décide donc de le dire à son copain Mathieu et au moment où elle le dit, la sonnette s'arrête. À ce moment-là, ils étaient juste
juste à côté de la porte et ils voient bien qu'il n'y a plus aucun bruit. Du coup, ils se mettent à fixer la porte. Sonia et Mathieu décident donc de retourner à leur chambre et là, ils voient qu'il est quand même 1h du mat. Ils se disent que ce n'est clairement pas une connaissance à eux qui a sonné en plein milieu de semaine à cette heure-là. Bref, finalement, ils vont quand même réussir à se rendormir même si son copain a clairement eu du mal à retrouver le sommeil. Et le lendemain, ils vont en reparler et c'est là qu'ils vont se poser énormément de questions. Célia va apprendre que la personne avait en fait sonné déjà 5 minutes avant qu'elle se réveille parce que son copain était déjà réveillé et il avait tout entendu. Donc la mystérieuse personne a quand même sonné pendant 10 minutes sans arrêt. Ils vont donc décider d'enquêter un petit peu et de se diriger en bas vers le digicode et ils vont se rendre compte que pour trouver leur nom, il fallait quand même vraiment le chercher parce qu'il se trouvait vraiment en bas. Ils vont donc se poser un milliard de questions. Déjà, ils vont se demander qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle leur voulait et si cette personne était en bas, pourquoi elle voulait absolument trouver leur nom. Mais eux, ils sont intimement convaincus que cette personne était vraiment devant leur porte étant donné qu'elle s'est arrêtée de sonner au moment où ils avaient parlé. Bref, le soir même, ils vont se rendormir plutôt tranquillement, ils vont retrouver le sommeil, mais Célia va toujours avoir cette arrière-pensée et se demander qu'est-ce qui s'est passé quand même, qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle leur voulait vraiment. Mais après toute cette histoire, elle se dit quand même qu'elle est contente de ne pas avoir regardé à travers l'UGDA parce qu'elle a vraiment peur de découvrir qui était cette mystérieuse personne qui se cachait dans la pénombre ce soir-là. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Manon. Et elle commence directement par préciser que c'est l'histoire la plus traumatisante qui lui est arrivée dans la vie. On est en mai 2016, Manon est célibataire et elle a 24 ans. Comme pas mal de personnes de son âge qui sont célibataires, elle traîne un peu sur les réseaux sociaux, un petit peu sur les applications de rencontres, et un jour elle va matcher avec quelqu'un qui correspond plutôt bien. Ce gars s'appelle Eric, le courant passe plutôt bien et il va commencer un petit peu à parler au fur et à mesure et finalement ça va s'étaler sur quelques semaines. Et tout va si bien se passer que finalement ils vont décider de sauter le pas, de se rencontrer dans un parc. Eric a vraiment sorti le grand jeu, il arrive habillé en costard, Manon le trouve vraiment super classe et cerise sur le gâteau, il a avec lui une boîte de gâteaux et c'est les préférés de Manon. Pour le moment c'est vraiment le date parfait, Manon est vraiment ravie de faire connaissance avec Eric. Mais comme on s'y attend tous, malheureusement, comme on vous raconte cette histoire ce soir, quelque chose va mal tourner. Au début, comme on l'a dit, tout va très bien se passer, les premiers instants vont être vraiment super cool, mais au fur et à mesure, Manon va commencer à poser des questions et les réponses de Eric se font de plus en plus cheloues. Histoire de briser ces mini moments de gêne et vraiment passer une superbe journée, Manon va même lui faire des compliments, elle va lui dire que son costume est vraiment super beau, mais là, à ses compliments, il va répondre. D'ailleurs, c'était le costume que je portais à l'enterrement de la mère d'un pote. Bien entendu, c'est un petit peu bizarre de dire ça le premier jour d'un date, et Manon, elle va quand même mettre ça sur le fait que c'était un profil un petit peu différent, et elle va se dire qu'elle s'inquiétait pour rien, qu'il y avait vraiment rien de bizarre finalement. Même si entre nous... Finalement, la journée va se terminer plutôt bien, il va même décider de se revoir plusieurs fois, rien de bizarre ne va arriver par la suite. Sauf que Eric a une règle d'or et il va en faire part à Manon, il ne veut pas qu'il se voie le lundi et Manon ne sait vraiment pas pourquoi. Plusieurs fois elle a insisté pour savoir ce qu'il se passait, pourquoi les lundis il n'était pas disponible et il ne voulait pas la voir, mais elle n'obtiendra aucune réponse. Manon qui est vraiment au début de la relation a vraiment les étoiles dans les yeux et donc elle va se dire que ce petit côté mystérieux ça lui donnait un charme. Bref, jusque là tout se passe très bien, ils vont même passer à l'étape supérieure, ils vont passer quelques nuits ensemble. Et alors que vraiment les deux partenaires semblaient filer le parfait amour, c'est vraiment à partir de ce moment que tout va se basculer. Un jour, elle se réveille alors qu'il était là, elle va dans le salon et elle se rend compte qu'il est déjà posé sur le canapé. Sauf que c'est pas une scène normale, c'est vraiment chelou. Les volets sont fermés, il fait tout noir et il est posé là en train de fumer une cigarette tout en l'observant. Bref, Manon n'est pas plus paniquée que ça, en fait c'est normal, hein, elle a aucune raison de s'en faire, elle va simplement lui demander « Tu ne dors pas ?» Et là, directement, il lui répond « Non, je suis insomniaque. D'ailleurs, t'es sacrément belle quand tu dors. » Bon là c'est vraiment bizarre et au total ils vont passer 3 nuits ensemble et à chaque fois c'est la même chose, il y aura toujours cette scène chelou. Manon essayait de se rassurer en se disant qu'il s'agissait simplement d'un profil qui était atypique, mais quelques jours plus tard, elle va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui clochent chez lui. Un jour, Manon se rend pour la première fois chez Eric, et là il va lui passer un carnet avec des questions vraiment cheloues encore. Et tenez-vous bien, c'est vraiment pas un questionnaire juste pour rigoler, parce que dans le cahier qu'il va lui passer, il y avait plus de 400 questions numérotées auxquelles elle devait tous répondre. Mais c'est pas tout, parce qu'un jour elle va aussi retrouver une boîte avec des objets vraiment bizarres dedans. Parmi ces objets bizarres, il y avait notamment des mégots de cigarettes qui clairement n'avaient rien à faire là, mais surtout des cheveux.
Bref, tout ça, ça fait que Manon se pose de plus en plus de questions et a raison parce que c'est vraiment pas quelque chose de normal. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un de comme ça, fuyez. Et le pire, c'est lorsqu'elle va se rendre compte que les mégots qu'il avait récoltés et les cheveux, ça appartenait en fait à Manon. C'est les mégots qu'elle laissait après avoir fumé sa cigarette et les cheveux qui tombaient par terre en fait dans le salon. Clairement, Manon aime le mystère, elle aime les gars avec un profil un peu atypique, mais là c'était clairement trop chelou. Et du coup, après 3 semaines, elle va simplement lui dire que c'était plus possible et elle va décider de rompre avec Eric. Et c'est pile à ce moment que Eric lui avoue ce qu'il fait tous les lundis. Il va en fait lui avouer qu'il a une maladie mentale et que tous les lundis, il devait se rendre dans un groupe de parole où il parlait un petit peu de ses problèmes parce qu'il était considéré comme étant quelqu'un de irresponsable. Et pour preuve, il va lui tendre son dossier médical, mais Manon va refuser de le lire parce qu'elle disait que c'était secret, que ça n'avait rien à faire là et que clairement elle n'avait rien à faire en le lisant. Bref, à ce moment, Eric se rend compte que c'est foutu entre les deux, que Manon va partir et là, il se met à changer complètement de comportement et à péter un câble. Il est complètement hors de lui, il se met à faire des espèces de bruits de fauve, vraiment il crie dans tout l'appartement, il se met même à jeter des couteaux par la fenêtre, Manon n'en revient vraiment pas. Et Manon voit avec horreur qu'il finit par attraper une théière et à se frapper la tête avec. Complètement paniquée, maintenant elle se demande ce qu'elle doit faire et finalement elle va essayer de l'immobiliser un petit peu, de le maîtriser parce qu'elle avait vraiment peur qu'il se fasse mal et finalement elle va réussir. Eric finit par s'asseoir par terre. Et là, en la regardant dans les yeux, il va dire une phrase que Manon n'oubliera clairement jamais. Si je devais tuer quelqu'un un jour, je lui ouvrirais le ventre, j'enroulerais ses entrailles autour de mes poignets, puis je lui arracherais le cœur pour le manger. Ok, autant vous préciser que c'était un peu bizarre pour moi de lire ça. Et après ça, il va la regarder d'un air glacial. Manon est complètement choquée, elle ne connaissait pas du tout cet aspect de Eric et du coup elle a vraiment peur qu'il mette ses menaces à exécution et alors elle va décider de se diriger le plus vite possible dans la salle de bain, de fermer à clé et d'appeler son meilleur pote. Cette fois, pas de scène de film de Shining, Eric ne va pas chercher à rentrer dans la salle de bain, le meilleur ami va arriver et tous ensemble ils vont discuter. Eric va leur dire qu'il était en fait sorti d'un hôpital psychiatrique et qu'en ce moment il était en fait en réinsertion mais qu'apparemment ça n'avait pas marché. En plus de ça, il ne respectait pas ses traitements médicaux et donc Manon et son meilleur pote vont le convaincre de retourner dans l'hôpital. Et alors que Manon pensait que c'était fini, qu'elle allait pouvoir enfin se poser pour réfléchir à tout ça à tête reposée, Eric, depuis l'hôpital psychiatrique, ne va pas arrêter de la harceler pendant des mois. Il va lui envoyer des mails, des messages et même des lettres où clairement il est en train de la menacer explicitement. Il va partir complètement dans ses délires, dire des choses vraiment très bizarres comme quoi la mafia suivait Manon et qu'ils étaient à ses ordres et que clairement il lui arriverait des emmerdes. Et voyant que ça n'avait pas de résultat, il va même se mettre à faire du chantage affectif, il va commencer à lui envoyer des photos où il se scarifie en lui disant que si elle ne revenait pas, clairement il allait se suicider. Et rappelez-vous, dans le carnet du début de l'histoire où il lui avait demandé de répondre à plus de 400 questions, les enquêteurs vont même retrouver plein de photos et plein d'informations concernant Manon. Et ils vont comprendre que ça faisait vraiment longtemps, depuis même avant qu'ils soient ensemble, que Eric la stalkait. Et finalement, tous ces messages vont continuer pendant un certain temps, mais au fil des années, ça va s'atténuer. Et finalement, 3 ans après cette histoire, Eric va lui envoyer un dernier mail. Et dans ce mail, Eric va dire très bizarrement qu'il ne l'a jamais oubliée et que chaque nuit, il dort avec elle. Bref, toute cette histoire a vraiment traumatisé Manon, ça lui a un petit peu gâché un pan de sa vie. Et en fait, il y a 3 mois, du coup, à partir du moment où on raconte cette histoire, Manon a en fait décidé d'aller sur internet rechercher des informations en fait sur Eric. Et elle s'est rendue compte avec effroi qu'il était décédé, mais sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir les circonstances. Et alors que jusque-là, Manon était vraiment en colère, elle se posait plein de questions sur pourquoi il faisait ça, finalement elle va être prise de peine, elle va se demander pourquoi il avait fait tout ça, est-ce que c'était à cause de sa maladie, elle va un petit peu l'excuser de tout ce qu'il a fait. Mais même avec ça, même après toutes ces années, Manon continue à faire des cauchemars où elle voit Eric débarquer chez elle, un couteau à la main. Pour finir cette vidéo avec cette 3e histoire, c'est l'histoire de Pablo et de Marc qui s'est passée il y a quelques années lorsqu'ils avaient 13 ans. Et clairement cette histoire les a vraiment traumatisés parce que même si elle est courte, il s'est passé des choses très graves. A l'époque où se passe l'histoire, Marc et Pablo sont en 5e et ils sont en train de rentrer des cours chez Marc pour dormir chez lui. Cette journée-là, ils sont censés être tout seuls dans l'appartement car son père est en train de faire une fête au boulot et sa mère est avec sa petite sœur chez sa grand-mère. Bref, l'ambiance est super bonne, les 2 potes font plein de blagues, ils rentrent chez Marc du coup et ils arrivent finalement devant la porte. Marc sort ses clés car il est sur le point d'ouvrir la porte, mais là il voit son chat qui était là et qui essaye de rentrer par la fenêtre, du coup lui et son pote se dirigent vers le chat pour essayer de l'attraper. Il voulait attraper le chat pour le caresser un petit peu, etc. Mais au bout d'un moment, Pablo va mettre un petit coup de coude à Marc pour attirer son attention. Marc va donc l'interroger, il va lui demander ce qu'il se passe, et là Pablo va lui pointer du doigt quelque part, et en fait il y a un homme qui est assis devant la fenêtre de chez lui.
Marc ne comprend pas du tout, il décide donc de prendre la parole tout de suite et à demander au gars si c'est un ami de son père ou alors si c'est un collègue à lui, parce que ça arrivait très souvent que des amis de son père viennent pour récupérer des outils, des trucs comme ça. Et avant même que la personne ne réponde, Marc va s'excuser de l'avoir fait attendre parce que son père ne l'a pas prévenu que quelqu'un était censé venir. Et Marc finit par lui dire qu'il n'y a aucun souci, il va lui ouvrir la porte. C'est donc ce qu'il va faire, Marc prend ses clés, il les met dans la serrure, il commence à tourner, mais à ce moment-là, Pablo lui attrape le bras et il lui dit de partir le plus vite possible. Marc sait que Pablo est quelqu'un de responsable et qu'il est sérieux, donc il sait aussi qu'il n'est pas en train de lui faire une blague et qu'il y a donc une raison à cela, il ne réfléchit donc pas du tout et il se met à courir. Après avoir tapé le plus gros sprint de leur vie et être arrivé près d'un parc qui était fermé et près de chez eux, Pablo va enfin lui expliquer la situation et lui dire ce qui s'est passé. Il va lui expliquer que pendant que Marc était en train d'ouvrir la porte, Pablo lui a voulu caresser le chat et c'est là qu'il s'est aperçu que derrière un pot de fleurs qui se trouvait près de l'homme qui était assis, il y avait un couteau qui était dissimulé. Marc ne comprend pas, il est même un petit peu dans le déni, il va se dire que c'est sûrement un couteau à son père, peut-être que l'homme voulait juste lui rendre, mais Pablo va lui dire que non et qu'il est sûr qu'il y a quelque chose qui se tramait. Il décide donc de retourner vers la maison, mais cette fois de manière beaucoup plus prudente. Ils vont composer le 17 directement sur leur téléphone au cas où il se passe quelque chose. Ils vont même laisser leur sac à côté du parc parce qu'ils se disent que s'ils doivent fuir et courir, ça va clairement les ralentir. Ils arrivent finalement devant la porte d'entrée, sauf que cette fois ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne dans le jardin et que les clés ont disparu. Marc essaye de rentrer mais il se rend compte que la porte d'entrée est fermée, là c'est trop, il décide donc d'appeler son père pour lui expliquer toute la situation. Son père est complètement étonné, il va dire à Marc qu'il n'attendait personne, que tout le monde était censé être à la fête mais pas chez lui. Marc se fige et il se tourne vers Pablo pour lui expliquer ce qu'il vient d'apprendre, mais à ce moment-là, ils entendent le bruit d'une vitre qui se brise. Ils se tournent donc vers la vitre brisée et là, ils revoient l'homme qu'ils avaient vu précédemment avec un couteau dans la main alors qu'il venait de briser une vitre depuis l'intérieur de la maison. Les deux potes n'hésitent pas, ils se remettent à courir le plus vite possible et très vite Marc appelle son père pour lui donner des updates, pour lui donner des nouvelles de ce qui vient de se passer. Pendant qu'il appelle, Marc regarde autour de lui pour voir s'il n'y a pas l'homme et pour voir aussi s'il n'y a pas d'aide et malheureusement, mais heureusement aussi, il n'y avait personne. Le père de Marc prend la situation très au sérieux et il lui dit de ne pas bouger parce qu'il lui arrive avec ses collègues. Marc et Pablo ne savent pas trop quoi faire, ils restent là sans bouger, ils ont peur que quelque chose leur arrive clairement et c'est 30 minutes après que son père arrive avec ses collègues. Lorsque son père arrive, il se rend compte que l'homme n'est plus là, d'ailleurs les clés non plus ne sont plus là, mais il décide quand même de rentrer et il dit à Marc d'appeler la police de l'extérieur s'il entend que quelque chose se passe mal. Marc nous précise que c'est vraiment la première fois que lui et son ami avaient autant peur, ils avaient vraiment peur que ça parte en cacahuète. Et le pire arrive parce que Marc commence à entendre des cris dans la maison, il entend que ses collègues sont en train de crier à quelqu'un de sortir parce que c'est un fou et parce qu'il a un couteau apparemment. Et finalement, un des collègues sort de la maison et dit à Marc d'appeler la police, ce qu'il va faire. Finalement, la police arrive et la situation n'a pas bougé en fait. L'homme est toujours là devant la fenêtre brisée avec son couteau. Et en fait, cette personne ne pouvait pas sortir parce que tous les collègues de son père, qui étaient au moins une vingtaine, l'attendaient dehors en fait. Lorsque la police arrive, ils vont finalement réussir à maîtriser l'homme et à gérer la situation. Et c'est là qu'on va apprendre qui est cette personne. C'est une personne qui avait un casier, d'ailleurs un très gros casier même, parce qu'il a déjà été condamné pour agression sexuelle, viol et même pédophilie. La police va même apprendre de sa propre bouche qu'apparemment il suivait Marc et Pablo depuis un certain moment et que clairement il voulait les kidnapper même s'il n'a pas dit pourquoi. Les deux amis sont horrifiés par cette nouvelle et encore aujourd'hui ils sont traumatisés parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui se serait passé si ce jour-là ils avaient laissé l'homme entrer chez eux. On vous avait prévenu, les 3 histoires sont horribles à leur manière. Clairement, c'est difficile de choisir entre la première histoire où à la fin on n'a clairement aucune réponse aux questions et la dernière histoire où on connaissait vraiment les intentions de l'individu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur laquelle histoire vous avez été le plus sensible et laquelle vous a fait le plus flipper clairement. La deuxième histoire est aussi très originale parce qu'à la fin on apprend malheureusement du coup le décès de la personne, ce qui rajoute aussi un côté tragique à l'histoire, mais clairement on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de fin. Bref, nous en tout cas, on s'est régalé à vous raconter ces 3 histoires bien différentes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou alors à travers les réseaux sociaux qui s'affichent juste là aussi. Si vous voulez nous envoyer des messages privés, allez-y.
Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup d'être toujours autant à nous rejoindre sur la chaîne, et également sur TikTok, parce qu'on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier notre contenu additionnel, donc les petites vidéos de 1 ou 2 minutes qui sont vraiment, encore une fois, dans l'horreur. Si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas meilleur moyen que de s'abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aussi mettre la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et d'ailleurs, on ne vous en dit pas plus, on vous dit vraiment pas pourquoi, mais assurez-vous que la cloche de YouTube est bien activée, parce qu'il se peut que dans les prochains temps, il se passe des choses assez cool sur la chaîne. Mais bref, on va pas vous teaser plus que ça. Nous, c'était Kratos et Joe. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est une fin de tournage. Fin de tournage. Vous dites Stranger Things ou Stranger Things? Plus, mais c'est tellement pas naturel, et du coup ça m'a fait rire le fait que c'est naturel. Vous allez voir, les 3 histoires sont complètement différentes, que ce soit en termes de mécanisme ou même de fidélité. Pas du tout.